Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Les premiers Ivoiriens rapatriés de Tunisie sont rentrés hier samedi à Abidjan. Ils ont été accueillis par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement. À suivre dans ce journal, le récit de notre reporter Eric Goré. Ce sera dans un instant. Il est désormais possible pour les étudiants de l'université de Korogo de se faire enrôler à la couverture de l'aide universelle. Le site d'enrôlement qui avait fermé est de nouveau ouvert. On en parle également dans cette édition. En France, le Sénat à majorité de droite a voté hier samedi 4 mars. Dans la soirée, la fin de plusieurs régimes spéciaux dont ceux de la RATP et des énergéticiens prévus dans l'article 1er de la réforme des retraites seulement pour les futurs embauchés. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Nous aurons effectivement ce dimanche notre rendez-vous du magazine du dimanche, mais avant, tournons nos regards vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où hier à samedi, nous le disions à l'instant dans les titres, les premiers rapatriés de Tunisie sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis au bas de l'échelle de coupé par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement. Le récit de notre reporter, Eric Goré. 18h10, l'avion de Air Côte d'Ivoire transportant 145 Ivoiriens vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ces Ivoiriens sont accueillis par le Premier ministre Patrick Achi, poignée de main et embrassade pour dire à quoi bas à ses compatriotes de retour au Bercail. À côté du Premier ministre se trouve la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, et également les ministres de la communication, de la jeunesse, de la santé et de la solidarité qui sont présents. Seconde étape, enregistrement de ces compatriotes par les services compétents. Ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, je crois que tous les jeunes Africains qui sont arrivés en Tunisie et qui vivent les mêmes conditions, dans les mêmes conditions, ils doivent décider à la limite, comme les jeunes Ivoiriens ont décidé de rentrer. Un dispositif est mis en place. Le Premier ministre Patrick Achi assiste aux différentes étapes. Le ministre de la Santé explique les dispositions sanitaires mises en place. C'est des moments où ceux qui arrivent ont besoin d'être pris en charge sur le plan psychologique, mais également sur le plan sanitaire. Et mes équipes et moi sommes ici pour nous assurer que tout se passe bien. 500 Ivoiriens volontaires sont pour l'instant concernés par ce rapatriement. Le gouvernement continue de faciliter le retour de tous les Ivoiriens vivant en Tunisie. Il est important donc de dire qu'une plateforme a été mise en place pour ceux de nos compatriotes qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils peuvent envoyer leurs coordonnées, donner donc leur adresse et les services de l'ambassade en relation donc avec les autorités tunisiennes se chargent d'aller les chercher dans les lieux où ils sont. La ministre d'État se félicite de cette promptitude du président de la République. Je voulais profiter pour remercier le président de la République qui a donné non seulement des instructions, mais les moyens pour que les 1300 personnes reviennent ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont arrivés ce soir sont au nombre de 145 personnes, dont 45 femmes. Et nous avons quelques enfants, je crois 5 enfants. Et donc nous sommes très heureux. C'est à 19h que le Premier ministre Patrick Achi a quitté l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un reportage signé Eric Goré. On parle à présent de coopération. La Côte d'Ivoire et la Chine célèbrent 40 ans de coopération. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la commémoration de ces 40 ans du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire s'est tenue ici à Abidjan en présence du Premier ministre Patrick Achi. Il ressort qu'au cours des 40 dernières années, les relations sino-ivoiriennes offrent un modèle de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant pour les deux pays. Le point de cette audience avec nos reporters. Main dans la main, voici maintenant 40 ans que la République populaire de Chine et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Des relations bilatérales marquées par le progrès fulgurant de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Ces dernières années,
grâce à la promotion personnelle et la direction conjointe du président Xi Jinping et du président Alassane Ouattara, la confiance politique mutuelle entre les deux pays n'a cessé de s'approfondir. Le soutien mutuel s'est avéré ferme et fort. La Côte d'Ivoire a maintenu un bon élan de développement, marqué par un dialogue politique ordonné, un concept de paix et de réconciliation profondément enraciné, une valorisation croissante du potentiel de développement économique et une amélioration continue des conditions de vie des populations. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'attachement de la Côte d'Ivoire aux principes fondateurs de son amitié avec la Chine. Les échanges commerciaux en pleine expansion, estimés à 1508,9 milliards de francs CFA en 2021, place désormais la Chine au rang de deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, confirmant ainsi le dynamisme et la vitalité de la coopération économique et commerciale entre nos deux pays. Je tiens particulièrement à vous réitérer, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à travers vous, au gouvernement et au peuple ami de Chine, nos sincères remerciements et notre gratitude pour l'importante contribution de votre grand et bon pays au développement économique et social de la Côte d'Ivoire et au bien-être du peuple ivoirien. Ivoiriens et Chinois entretiennent surtout de très bonnes relations économiques. À titre d'exemple, les échanges entre les deux pays ont progressé de 800% entre 2014 et 2016, des statistiques qui augurent de lendemains meilleurs. Un reportage de Souleymane Denis Tanguy commenté pour vous par Abdoulaye Koné. Regardons à présent la deuxième édition de la semaine de la sécurité routière. Le ministère des Transports, les agents du ministère des Transports de la police nationale ont investi les grandes artères du district d'Abidjan pour encore sensibiliser les usagers au respect des règles de sécurité routière. Reportage. Rond-point d'Anani à Port-Boué. Ce samedi matin, le barrage de police ici est particulièrement renforcé. Les agents de police sont en nombre plus important, sifflets aux lèvres, prospectus à la main. Ils sont en plein dans la sensibilisation des automobilistes. Tu dois rouler en ville à 50 km/h. Vous êtes toujours en tas. C'est ça que tu fais plus que ça. Voilà pourquoi le propriétaire de ton véhicule reçoit toujours des notifications. Parce qu'il y a des caméras installées ici dans la ville. Lorsque vous êtes en excès de vitesse, la caméra vous flash. Rappel des consignes d'usage, code de la route, mais également alcotest pour prévenir toute cause d'incivisme et d'éventuels dommages sur cet axe particulièrement fréquenté les week-ends. Le rond-point d'Anani est l'un des 3 sites choisis pour effectuer les séances de sensibilisation prévues dans le district d'Abidjan, dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière. Nous continuons toujours de sensibiliser les automobilistes sur les différentes fautes et les différents dangers. Parce que quand nous constatons les fautes, nous sanctionnons, nous mettons également les véhicules en fourrière. Il y a également les contrôles de tests d'alcool-dose que nous faisons également à ces postes-là. À Koumassi, ce sont les chauffeurs de cette gare de taxis communaux qui ont été sensibilisés. C'est un chose-là, tu es obligé de rentrer dedans. Mais toi, ce que tu t'en vas faire, ça ne t'arrange pas, mais tu es obligé. Oui, mais on sait ça. Mais quand tu fais, tu sais, ça être conscient aussi. En tout cas, ça nous fait plaisir, c'est bon. Et puis ça a évité les accidents. En tout cas, ça nous fait du plaisir. Tout ce que l'État dit, nous on respecte tout. C'est à la Riviera Faya que cette journée de sensibilisation, supervisée par le ministère des Transports et le commissaire divisionnaire de police, Touré Abdul Kader, s'est achevée. Je restitue l'argent des clients, là, ils vont prendre notre patin. Ces chauffeurs de minicar en piteux état ont purement et simplement été sommés de garer leur véhicule. Ce que vous avez vu en miniature, c'est ce qui se fait sur tout le territoire national. Ce que nous constatons qui revient de façon courante, il faut dire grand nombre d'usagers, de conducteurs de véhicules ou de véhicules sont dépourvus de ces instruments d'éclairage. Donc vous voyez des véhicules qui fonctionnent avec un phare ou soit il n'y a rien, derrière il n'y a rien. Donc c'est tous ces éléments-là que nous allons pendant cette semaine-là faire le suivi. Aujourd'hui, les comportements commencent à changer.
La plupart des conducteurs que vous voyez dans la rue ont tous leur ceinture de sécurité. Il y a très peu, selon les rapports que nous avons eus de la première journée, il y a très peu que nous avons pris avec le téléphone au volant. Donc c'est déjà une source de satisfaction pour nous. Il faudra continuer en amplifiant, en consolidant ce qui est acquis et en amplifiant des actions sur le terrain. Lancée le 2 mars dernier à Yamoussoukro, la deuxième édition de la Semaine nationale de sécurité routière s'achèvera le 10 mars prochain. Elle couvre toute l'étendue du territoire avec pour objectif de renforcer la sensibilisation et la répression en vue d'un changement de comportement et une réduction des accidents routiers. Un reportage de Jean-Louis Gbangbo, direction à présent Korogo. Il est désormais possible pour les étudiants de l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo de se faire à nouveau enrôler à la couverture maladie universelle. Le site où il se faisait enrôler avait été fermé. Il est désormais ouvert grâce à une implication particulière du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly. Reportage. Les étudiants de l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo retrouvent le sourire. Le site d'enrôlement à la couverture maladie universelle est de nouveau fonctionnel et bien équipé. Ce site est doté de 5 kits capables d'enrôler les 10 000 étudiants de l'université en 30 jours. L'attente a été longue. La réouverture du site d'enrôlement de l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo marque la première étape de la ronde universitaire d'installation de sites entamée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à travers tout le pays. Le ministre exhorte les étudiants à se faire enrôler massivement. Oui, jeunes frères, payez vos cotisations sociales, tout comme votre ticket de restaurant est un apprentissage et une formation à assumer ses responsabilités futures que nous, vos aînés, avons le devoir et surtout l'obligation de vous former. La réouverture de ce site d'enrôlement a été possible grâce à l'implication du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Amadou Coulibaly a demandé à ses filleuls de saisir la pêche que leur tend le président de la République en décrétant 2023 année de la jeunesse. Lorsque vous avez 70% de vos frais qui sont pris en charge et que vous n'en avez que 30% à payer, ça veut dire que si un acte doit vous coûter 1000 francs, vous payez 300 francs seulement. Quand vous allez commencer à bénéficier de cela, quand vous allez commencer à jouir des avantages de la CMU, c'est en ce moment que vous allez dire merci au président de la République. Dans le cadre de la politique de Côte d'Ivoire solidaire, 200 étudiants vulnérables, filles et garçons, ont reçu 6 mois de cotisation gratuite. Un don du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et de son collègue de la Communication et de l'économie numérique, parrain traditionnel des étudiants de l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo. Alors ici de Didier Nguessan, direction à présent Kankro, village de 6000 âmes. Le nouveau chef de ce village a été installé par les autorités administratives. Il entend s'engager pour le développement de son village, ancien militaire. Il entend s'investir totalement dans le développement de son village. Reportage. Depuis tôt le matin, le Klinkpli Grand Tam Tam l'a annoncé. Kankro vit un jour mémorable. Son nouveau chef, Nana Gaza II, est officiellement installé. Kankro, village de 6000 âmes, à 6 km de Tomodi, centre du pays, depuis sa création au milieu du 19e siècle par Kwasi Khan, a vu se succéder 8 chefs, tous issus de la lignée du fondateur. Nana Gaza II, le 9e chef, succède donc à Nana Kwasi Yao, récemment décédé, et qui a dirigé le village 30 années durant. Accueil de personnalités de la région, dont le ministre Alakwadio Rémy et les représentants du président du Sénat, Jean-Noël Ousso-Kwadio, patron de la cérémonie, et Amédée Kofi Kwaku, parrain. Puis, place à l'acte traditionnel. Le chef est installé selon les usages culturels. 3 fois, et il s'assoit maintenant. La partie administrative est opérée par le préfet de région, Nguessan Germain, qui pour l'occasion insiste sur les obligations, devoirs, mais aussi les privilèges dévolus au chef qui est statutairement placé sous l'autorité directe du sous-préfet. Propos de reconnaissance de Nana Gaza II, qui par la voix de son porte-parole s'engage à se mettre au service du développement de la localité.
Cet événement historique est aussi une rencontre avec l'État, une rencontre entre l'État et ses administrés, que sont les populations de Karankour. Militaire de formation et ex-contrôleur financier aujourd'hui à la retraite, Ngouren Yao, désormais Nanangaza II, est père de 9 enfants. Dès le lendemain de son installation, il s'est rendu à la paroisse du village, confier son règne sous l'autorité divine. De Franck Kouadio, au terme de ce commentaire, justement, prenons ensemble la direction d'Odiné, la direction Odiné, où la deuxième réunion du conseil régional du Kabadougou s'est tenue. Le président de ce conseil a invité les prestataires de services à honorer leurs engagements dans le respect des délais de livraison fixés. Eugène Atoubé. C'est autour de 7 points que le président Koné Souleymane, son bureau et les conseillers ont débattu conformément à l'ordre du jour défini lors de la deuxième réunion du conseil régional du Kabadougou. Les fournisseurs de services et les responsables d'entreprises chargés d'exécuter les projets du conseil ont été invités à y assister. Raison de cette présence, il y en a parmi elles qui ne respectent pas leurs engagements. Toute chose que le président du conseil régional du Kabadougou a fustigé sur un ton ferme, les appelant à leur responsabilité. Le président a donné sa parole à la population de Kabadougou. Donc, c'est les entrepreneurs qui peuvent vraiment travailler pour le bonheur de la population de Kabadougou. Sur les 456 projets que nous avons réalisés, il y a une quarantaine qui méritent d'être rapidement achevés. Nous sommes mis d'accord, nous avons mis des dates fermes et non révisables pour qu'au terme de cette année, l'ensemble des chantiers soient réalisés. Le président de la structure les attend à l'œuvre dans les localités dans lesquelles les projets retenus en cohérence avec les préoccupations et besoins des populations sont en cours d'exécution. Ce sont notamment des logements sociaux, des écoles, des structures sanitaires, des pompes hydrauliques, des routes pour le progrès de la population. Et pour être en phase avec la vision du président de la République, la jeunesse du Kabadougou fera l'objet d'une attention particulière. Nous avons avec les bailleurs de fonds pratiquement 3 projets qui portent sur un montant global de 1,3 milliard de francs CFA et qui permet à la jeunesse d'être mise au travail. Les projets que nos composantes ils permettent à la jeunesse d'avoir des activités génératives de revenus. Ils permettent également à la jeunesse de se prendre en charge. Toujours au bénéfice de la jeunesse du Kabadougou, le conseil régional table sur la promotion du sport et le développement des infrastructures y afférentes. Signe de cette ambition, l'organisation a ordiné de plusieurs compétitions sportives cette année, comme le taekwondo, des compétitions suivies par les populations avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Et l'activité commerciale qui reprend à la frontière terrestre de Noé après 35 mois de fermeture de cette frontière pour raison de pandémie. De quoi soulager les petits commerçants qui ont souffert de cette fermeture. Farikou Soumaoro, le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, s'est rendu à cette frontière pour s'enquérir des conditions de redémarrage des activités commerciales. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. La fermeture des frontières et les restrictions de mobilité, un coup dur pour le petit commerce transfrontalier, notamment du côté de Noé. L'impact de la fermeture, c'est quand même c'est fait sentir dans nos chargements. Quelqu'un qui faisait par semaine 10 camions, se retrouve maintenant à 2 camions, à 3 camions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos activités ont baissé considérablement par rapport à la fermeture. Maintenant, avec l'ouverture des frontières, pas encore de grand engorgement, mais le trafic reprend progressivement. Des camions stationnés sous ce préau sont inspectés par les services douaniers et leurs auxiliaires. Les plus heureux sont les petits commerçants. Depuis l'ouverture du bureau du passe frontière, en tout cas, nous sommes très heureux. Pour le moment, en tout cas, ça va. On a commencé à faire nos activités. Bon, on prie Dieu pour que ça marche. Farikou Soumaoro, le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, est lui-même à Noé pour constater de visu la reprise des relations commerciales entre Noé et les pays voisins. Nous avons vraiment vu que c'est une réalité. Et nous nous réjouissons
de cela. Et à côté de là, nous tenons à saluer le gouvernement pour l'ouverture de cette frontière terrestre qui est pour nous la plus importante frontière terrestre de notre pays. La quasi-totalité des membres de la FENACSI sont composés de petits commerçants qui achètent essentiellement à partir du Ghana, du Togo, du Bénin et même du Nigeria. Après avoir visité les installations et les équipements de la frontière, Farikou Soumaoro a échangé avec l'autorité douanière. Des discussions cordiales qui présument des meilleures dispositions d'esprit dans l'intérêt des deux parties. Noué, c'est 44 milliards de recettes douanières. Et quittons le poste frontière de Noé pour parler cette fois d'économie. Les dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens veulent apporter la doctrine sociale de l'Église dans le monde des affaires. Venus des quatre coins du monde, ils prennent part à un forum économique. L'initiative est du mouvement ivoirien des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Investir en Afrique et adresser la problématique de l'emploi des jeunes. C'est le thème du forum économique des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens. Ce rendez-vous de la coopération Sud-Sud est une initiative du mouvement ivoirien des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens affiliés à l'Union internationale des associations patronales chrétiennes. En tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous avons pour vocation de créer de la richesse. Et créant cette richesse, elle doit être partagée dans l'intérêt de tous. Et c'est là que ça rejoint notre foi chrétienne qui consiste à partager le bien que nous avons avec tous ceux avec qui nous vivons. Cet événement auquel prennent part leaders et jeunesse chrétienne propose d'autres alternatives à l'immigration irrégulière. Pour le conférencier Jean-Kako Diago, l'investissement en Afrique permet de répondre aux problèmes de l'emploi des jeunes sur le continent. Parce qu'en tant que chrétien, je ne peux pas investir dans n'importe quoi. Je suis obligé de sélectionner les projets qui doivent répondre à mes valeurs, les valeurs chrétiennes. Et ensuite faire en sorte que cet investissement profite à l'emploi des jeunes. Le mouvement ivoirien des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens est une association apolitique à but non lucratif ouverte à tout chrétien dirigeant d'entreprises et cadres de l'administration publique et du secteur privé. Suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 4 mars 2023 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 288 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 4 mars 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 240 cas confirmés, dont 87 375 personnes guéries, 834 décès et 31 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 680 188. Le 3 mars 2023, 1906 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 313 063 doses du 1er mars 2021 au 3 mars 2023. Et notons que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Les guides religieux se sont réunis hier samedi pour sensibiliser les populations sur le cancer, maladie mortelle. C'est l'auditorium de la Grande Mosquée du Plateau qui a servi de cadre à cette cérémonie. L'initiative est de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, Amidi Rassouba et Franck Wadio. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), en Côte d'Ivoire, 4 femmes meurent chaque jour du cancer du col de l'utérus. Cette journée s'inscrit donc dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du cancer qui a lieu tous les 4 février. Pour venir à bout du cancer du col de l'utérus, les guides religieux se réunissent afin de sensibiliser les populations sur la maladie. L'initiative est de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. C'est une maladie très dangereuse et qui tue. Mais c'est une maladie aussi qui dure dans le corps. Donc, dès le premier signe, il faut se rendre à l'hôpital. Quand on nous a dit qu'il y a au moins 4 femmes par jour qui meurent, ça nous a fait trembler. Alors, nous nous sommes dit, nous, les religieux, nous devons pouvoir nous mettre ensemble pour soutenir cette coalition, pour aider nos mamans,
parce qu'une femme qui meurt, c'est une source de vie qui part. Et 4 femmes, mais c'est beaucoup de vies qui partent. Alors nous, guides religieux qui parlons de la vie, c'est tout à fait normal que nous soyons aux côtés de nos frères et sœurs qui luttent contre le cancer. À travers un plaidoyer, les guides religieux invitent l'État du Côte d'Ivoire à œuvrer pour une prise en compte efficiente du dépistage et du traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans le système de la couverture maladie universelle et que le dépistage soit disponible dans tous les centres de santé du Côte d'Ivoire. Reportage de la Midi Rasouba commenté pour vous par Franck Quadio et parlons justement de religion. Eh bien ce dimanche, dans le cadre du magazine Ce Dimanche, nous recevrons l'imam Bachir Ouattara, commissaire du Hajj. Avec lui, nous parlerons des préparatifs du Hajj 2023. Et pour continuer justement de demeurer dans cette lancée, parlons de religion. La communauté musulmane de la ville de Daoukro a formulé des prières pour le président de la République Alassane Ouattara. Des prières afin que Dieu le protège et l'inspire dans sa grande vision de construire une Côte d'Ivoire de plus en plus moderne, une Côte d'Ivoire où règne la paix et le vivre ensemble. Léon Bro. En ouvrant la lecture de cette sourate de 91 versets pour sa pureté, ce gamin lance la prière de la communauté musulmane de Ngatakro dans le département de Daoukro. Prière en soutien au président Alassane Ouattara dans sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire avec pour pilier la paix et le développement. Cette personnalité que Dieu nous a donnée aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. Nous avons l'obligation, en tant que guide religieux, de prier nuit et jour pour que Dieu le garde avec nous longtemps dans la santé. Appui de la communauté musulmane de Ngatakro, le sénateur de l'IFU et le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, par ailleurs parrain de la journée de prière de soutien au chef de l'État. Tous deux louent l'initiative des populations au regard des efforts sans cesse déployés par le président Alassane Ouattara. Lorsque nous voyons le travail abattu par Alassane Ouattara, nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative qui a été prise par la population elle-même pour faire des prières à l'endroit du président Alassane Ouattara pour que demain, que le président puisse faire des réalisations encore plus importantes. Toutes les prouesses dont nous sommes les témoins au quotidien, c'est un être humain. Et en tant qu'être humain, il dépense beaucoup d'énergie. Il a besoin que cette énergie soit renouvelée. Le président Alassane Ouattara a également besoin de prières parce que lorsqu'on fait de grandes choses, on est toujours combattu. Pour appeler à des prières quotidiennes pour le chef de l'État, Jean-Claude Kwasi et Lamine Konaté procèdent à la pose de la première pierre de la mosquée de Ngatakro. Le parrain de cette journée offre, lui, 2 tonnes de ciment pour le démarrage des travaux. Hors de nos frontières, à Ouagadougou, Burkina Faso, la 28e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'est achevé hier samedi, 4 mars 2023, au Palais des Sports de Ouagadougou. Les talents d'or du Yenenga est revenu au réalisateur tunisien Youssef Chebi avec son film Ashkal. Apolline Traoré, l'Ivoirienne, s'est adjugée les talents d'argent avec son film Sira, quand de son côté, le Kenyan Angela Hamal a lui décroché les talons de bronze avec son film Chimonil. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et puis toujours dans l'actualité internationale, du côté de la France, le Sénat vote la fin des régimes spéciaux pour les futurs embauchés en France donc. Et puis ce qu'il faut également retenir de cette actualité, c'est que cette loi a été donc votée avec des chiffres suivants, des chiffres que je vous donne à l'instant, avec donc le vote a été acquis par 233 voix pour et 99 contre. À place à présent, au magazine de ce dimanche, focus sur les préparatifs du Hajj 2023. Notre invité de ce dimanche, l'imam Bachir Ouattara, commissaire du Hajj, nous a rejoint sur ce plateau. Merci imam Bachir de nous avoir rejoint sur ce plateau. Merci, monsieur Herman Guivet. Alors cette année, ce sont 10 000 musulmans ivoiriens qui effectueront le pèlerinage à la Mecque, un nombre bien plus important que les 4 527 pèlerins de 2022. L'information a été donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vaguando Diomandé, lors du lancement officiel de l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque. Retour sur ces événements avec Parga se reconnaît. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 161 000 francs CFA,
soit un total de 2 161 000 francs CFA. Contrairement à l'année dernière, la limite d'âge qui avait été imposée est levée. La seule condition, c'est d'être en excellente santé. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures concernant les vaccinations restent en vigueur. L'année dernière et en 2019 et tout ça, il y a des pèlerins qui n'ont pas pu voyager. Ceux-là, nous avons décompté, ils sont 2610. Ils sont prioritaires cette année. Les conseils et les instructions du ministre Vagondo Diomandé, bien perçus par l'ensemble des organisateurs du Hajj et le consul général de Côte d'Ivoire à Guéda. Tous entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir cette année avec quiétude leur devoir sacré. La mission Hajj, consciente des défis qui l'attendent, s'engage à se lever à la hauteur des tâches et à maintenir intacte la notoriété de notre pays en matière d'organisation du Hajj. À l'issue de la cérémonie, le ministre Vagondo Diomandé a informé l'assistance que les consultations pré-pèlerinage cette année débuteront le lundi 6 mars et les inscriptions sont fixées au 8 mars. Alors, Imam Bachir, avec cet élément de notre reporter Pagar se reconnaît, on comprend tout de suite, le top départ est lancé, n'est-ce pas? Merci, M. Herman Guivet. Le top départ du Hajj est lancé. Depuis le lancement du Hajj le 25 février dernier, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc, nous, à notre niveau, comme le programme décliné ce jour-là, il s'agit du début des consultations médicales pré-pèlerinage qui sont prévues pour demain. Alors, en quoi ces consultations vont-elles consister? Bien, ces consultations consistent pour les candidats au Hajj à se rendre dans les centres de santé, voir un médecin et ce médecin faire leur bilan. À la suite de ce bilan, leur délivrer un certificat médical d'aptitude pour le Hajj 2023. Je précise que ces consultations permettent à nos médecins, la commission médicale, de savoir quelles sont les pathologies dont souffrent certains de nos pèlerins et qui va faciliter leur prise en charge en Terre Sainte. Alors donc, ces pathologies, une fois identifiées, ces patients seront pris en charge. Oui. Il n'y a aucune mesure de suspension? Non, aucune? Non, comme le ministre l'a dit tout à l'heure lors du reportage, un candidat au Hajj qui est diabétique ou qui est hypertendu ou qui souffre d'une autre pathologie, ce n'est pas un critère d'élimination. Alors, par la suite, seront ouvertes les inscriptions le 8 mars, comme fixé par le chronogramme arrêté par le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Oui. Demain, les consultations médicales pré-pèlerinage commencent pour les nouveaux candidats. Pour les nouveaux candidats. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas payé le coût de Hajj en 2020. Parce que nous avons deux catégories de pèlerins. Ceux qui veulent aller cette année, nous leur avons demandé de s'identifier sur notre site www.cgfc.com. Après avoir renseigné les informations qui se trouvent sur cette page, ils impriment. Et demain, ils se rendent avec ce document imprimé dans les centres de santé pour voir le médecin avec la pièce avec laquelle ils sont identifiés, c'est le passeport ou la carte d'identité. Ils présentent au médecin. Une fois que le médecin clique, leurs informations apparaissent et les consultations commencent. Donc ça, c'est pour les nouveaux candidats. Mais ceux de 2020 qui avaient payé le coût du Hajj en 2020 et qui n'ont pas pu partir pour des raisons soit de maladie ou d'âge, ceux-là ne sont pas concernés par cette identification en ligne parce qu'ils sont déjà dans notre plateforme. Ils sont déjà dans les registres? Dans notre plateforme. Et eux, on leur demande demain de ne pas se rendre dans les centres de consultation qu'ils attendent le 13, c'est-à-dire le lundi prochain, pour se faire consulter. Et ils seront convoqués individuellement. Vraiment, nous leur donnons cette assurance pour ne pas qu'ils se mélangent avec les nouveaux. Les nouveaux, ils cherchent à avoir le certificat médical d'aptitude pour le Hajj 2023 et une autorisation pour aller payer le coût du Hajj dans le trésor public et faire partie du contingent étatique. Ah, donc pour éviter qu'il y ait des chevauchements, voilà. Il faut donc laisser ceux qui sont donc concernés par cette mesure, justement, pouvoir s'identifier sans problème. Nous rassurons ici les anciens qu'ils sont prioritaires. Ils sont au nombre de 2610.
2610 candidats. Ils sont prioritaires, sont dans la base. Donc, ils seront convoqués individuellement, qu'ils restent chez eux, laisser 7 semaines pour les nouveaux candidats, et à partir du 13, ils seront convoqués pour leur désigner le centre de santé qui sera proche de leur lieu de résidence. Alors, Imam Bachir, notons également qu'un point d'honneur, n'est-ce pas, est aussi accordé à l'encadrement spirituel des candidats, d'où ces séances de formation prévues avant le départ pour la Terre Sainte. Alors, tout ceci entre bien sûr dans un certain processus, n'est-ce pas? Oui, c'est dans le processus, une fois que nous terminons les consultations qui commenceront demain, les paiements qui vont commencer le 8. Après, sur toute cette étape, il y a l'étape de la formation des pèlerins. Les pèlerins seront connus, les pèlerins du contingent étatique, les pèlerins des opérateurs privés, tous ces pèlerins seront formés par la commission d'encadrement religieux. Cette formation est importante. C'est une recommandation des autorités saoudiennes. Et nous aussi c'est une recommandation parce que vous ne pouvez pas aller mener une activité que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Justement, expliquez-nous en quoi consiste cette formation. Cette formation consiste d'abord à donner, au plan spirituel, à chaque candidat, qu'est-ce qu'il va faire en Arabie Saoudite? Qu'est-ce que le pèlerinage? Qu'est-ce que le petit pèlerinage? Quels sont les actes, lorsque vous sacralisez, vous ne devez pas faire? Les actes que dès que vous faites, ça peut vous imposer le paiement, c'est-à-dire l'expiation et immolant un mouton et autres. Si vous ne participez pas à cette formation, vous ne pouvez pas connaître ça. Ça, c'est au plan spirituel. Mais au plan environnemental aussi, il faut former nos pèlerins sur l'environnement de l'Arabie Saoudite. Vous savez qu'il y a des choses que nous pouvons, des comportements que nous pouvons avoir ici qui ne sont pas permis en admis en Terre Sainte. Voilà. Donc, toutes ces formations-là sont faites par des spécialistes pendant le programme que nous allons donner après l'étape des inscriptions. Et de façon pratique, comment est délivrée cette formation? Est-ce que les pèlerins sont regroupés par petits groupes ou est-ce qu'ils sont pris de façon individuelle avec des suivis particuliers? Parce que c'est un nombre considérable de pèlerins. Oui, nous avons des centres de formation dans presque toutes les mosquées. Les centres des mosquées, et nous avons un programme qui est établi, qui est donné à tous les encadreurs des modules que les formateurs doivent suivre. Il y a la formation théorique et la formation pratique. La formation théorique concerne tout ce que je viens de dire. La formation pratique, c'est comment porter l'habit de sacralisation pour les hommes, comment faire le tour autour de la Kaaba. Nous avons fait des maquettes pour illustrer la Kaaba pour les nouveaux candidats. Quand ils voient, ça les aide. Ou débuter où on commence le tawaf, qu'on appelle le tour autour de la Kaaba, et où ça se termine, les 7 tours. Et de même, on a fait aussi des maquettes concernant les 2, ce qu'on appelle Safa et Marwa. Donc, quand le pèlerin s'habitue, connaît ça, lorsqu'il arrive à la Mecque, le premier jour, il ira avec les encadreurs pour faire ce premier acte qui est la Umrah. Mais après, lui seul, il peut aller faire ce qu'il a à faire. Une fois qu'il maîtrise le circuit, le trajet. Ça, oui. Alors dites-nous, Imam, partagez avec nous votre expérience. Nous n'avons pas encore effectué le voyage en Terre Sainte, mais dites-nous comment se comportent les pèlerins ivoiriens une fois en Terre Sainte, par habitude? Par habitude, est-ce qu'ils sont disciplinés? Comment est-ce qu'ils se comportent de façon générale? Ils sont très bien disciplinés. Donc c'est ce qui fait aussi que nous, notre pays, chaque année, avec tout ce que les organisateurs font, nous sommes parmi les meilleurs pays en Afrique, dans les pays qu'on appelle non-arabes. Nous sommes parmi les meilleurs organisateurs parce que nos pèlerins sont disciplinés, suivent les conseils des encadreurs, tout ce qu'on leur dit. Ici, ils viennent à la formation. Là aussi, c'est l'important de la formation. Parce que si vous ne venez pas à la formation et que vous partez, vous arrivez en Terre Sainte, on va vous donner des consignes que vous n'allez pas respecter. Et vous allez poser des choses qui vont aller à l'encontre même des dispositions d'Arabie Saoudite. Donc la formation importante qui permet à nos pèlerins vraiment d'être disciplinés. Et ils sont disciplinés dans tous les circuits. Alors Imam Bachir, je rappelle que vous êtes le commissaire du Hajj. Alors précisons également que le gouvernement a décidé de maintenir le coût du Hajj à 2 millions de francs CFA, et cela malgré l'inflation du niveau mondial. Oui, à ce niveau, nous profitons de l'occasion pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'effort qu'il fait pour toutes les religions en Côte d'Ivoire et la communauté musulmane en particulier. C'est le coût du Hajj à 2 millions de francs et les frais annexes 161 000. Ce sont des efforts vraiment qu'il faut remercier, faire des bénédictions pour le chef de l'État, que le Seigneur l'assiste
dans tout ce qu'il fait pour le bonheur et le bien-être des citoyens ivoiriens et tous ceux qui résident sur notre territoire. Alors Imam, une question également, comment est-ce que l'on se sent à la veille du pèlerinage ? Pour celui qui n'a jamais donc effectué, on va dire, cette profession de foi, est-ce qu'on est frappé d'insomnie? Comment est-ce qu'on se sent psychologiquement, intellectuellement, aussi moralement? Décrivez-nous un peu l'état. Oui, on est anxieux, on est inquiet. On s'est dit, est-ce que je pourrais? Parce qu'il y a tout ça, beaucoup de choses se disent. Par exemple, quelqu'un qui sait entre lui et Dieu ce qu'il a fait comme péché, s'est dit, je vais à la Mecque. Est-ce que Dieu va me permettre d'y aller, d'arriver? Est-ce que je verrai la Kaaba? Parce que tout ça, ça fait peur aux candidats. Mais il faut se confier à Dieu et partir. Si vous êtes sincère, tout sera facile, Inch'Allah. Est-ce que les différentes délégations présentes sur les lieux ont des moments de partage, d'expérience? De façon générale, en termes d'organisation, comment ça se passe? Une délégation peut venir par exemple de Côte d'Ivoire, une autre du Mali, une autre d'un autre pays. Est-ce que ces différentes délégations se rencontrent pour échanger? Cela est possible? Cela se fait? Oui, cela se fait. Il y a une structure qu'on appelle l'agence qui est chargée de gérer les pays africains non arabes. Donc c'est l'occasion que tous les pays africains non arabes se retrouvent à travers cette structure pour échanger. Mais les réunions, je le dis, ne se font pas entre les Africains seulement. Souvent, nous échangeons. Et nous-mêmes, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une initiative qui a été prise, la COPACHO, c'est-à-dire créer une fédération au niveau de l'Afrique subsaharienne dans le cadre de l'organisation du Hajj. Donc la Côte d'Ivoire, tous les pays limitrophes, nous échangeons les expériences. Parce que si les gens, toute la sous-région sait que la Côte d'Ivoire est parmi les meilleurs. Donc les gens viennent souvent nous rencontrer pour partager notre expérience à la matière. Alors dites-nous, qu'est-ce qui est entrepris pour cette édition, pour cette année, pour éviter les couacs observés lors de la précédente édition? Je fais bien sûr allusion aux candidats supposés inscrits et qui ne sont finalement pas partis pour ce Hajj. Bien, sur ce plan, sur les instructions du ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, toutes les dispositions ont été prises au niveau de toutes les entités du Hajj. Lesquelles dispositions? J'en viens. Nous avons d'abord les structures qui devaient désigner les opérateurs privés. Les agents de voyage pour organiser le Hajj ont été désignés. Il y en a 24. Pour dire, c'est seulement ceux-là qui sont agréés, qui sont autorisés à transporter des opérateurs, des candidats qui ne voyageraient pas avec le contingent étatique. Donc, nous disons à nos concitoyens, à nos frères et sœurs, d'éviter tous ceux qui viendraient se présenter à eux pour dire qu'ils ont l'agrément, alors qu'ils ne figurent pas sur cette liste, de ne pas payer le coût du Hajj à travers leurs mains. Deuxième chose, disposition qui existait l'année dernière, c'est 24 structures. Chacune d'elles doit ouvrir un compte séquestre. Et c'est sur ce compte séquestre que les paiements seront faits. Le candidat verse le coût du Hajj sur ce compte séquestre. Et c'est avec ce reçu qui nous permet, au niveau du commissariat, pour savoir effectivement que le candidat a payé le coût du Hajj. Et lorsqu'il y a une défaillance, le candidat ne peut pas retirer, le propriétaire ou l'agence de voyage ne peut pas retirer cette somme, ce montant. Il y a des conditions, il y a un cahier des charges qu'il signe, et il y a une convention séquestre. Donc pour toutes les sommes versées sont destinées au paiement du coût du Hajj, l'hébergement, le transport du pèlerin. Donc le pèlerin qui ne voyagerait pas par extraordinaire peut saisir l'agence. L'agence nous écrit et nous adressons le courrier au directeur général des cultes, qui est le président du comité de surveillance, qui écrit à la banque pour le remboursement du candidat qui n'a pas pu partir sur le souhait. Donc vraiment, tout est mis en ordre, mais il faut que les gens soient vigilants, comme je le dis. Alors Imam, juste pour terminer, nous disions à l'entame de notre entretien, donc les consultations pré-pèlerinage commencent demain. Auriez-vous quelques mots particuliers à l'endroit de ces milliers de pèlerins qui vous suivent en ce moment? Bien, le message que je donne à nos frères, les candidats au Hajj et leurs parents, tous les nouveaux candidats qui se sont identifiés sur notre site, je reprends, www.cigepsi.com. Ces candidats-là doivent être dans les centres de santé. Ils viennent, ils se mettent en ordre. Les médecins vont les recevoir par ordre d'arrivée. Et une fois ils finissent l'étape, demain, c'est le premier jour
et ils vont leur donner des rendez-vous pour le lendemain, pour leur donner le bilan, le résultat des tests qu'ils ont effectués. Est-ce qu'il est apte à partir en Arabie Saoudite ou il est inapte? Je précise que le cas d'inaptitude est peu, mais ça existe quand même. Merci Imam Bachir pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le commissaire du Hajj. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette édition est terminée pour ce Dimanche Magazine. Nous recevions donc l'imam Bachir Ouattara, commissaire du Hajj, avec qui nous avons parlé des préparatifs du Hajj 2023. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.